Un seul degré de trop et 100 000 € partent en fumée. Voilà à quoi ressemble la fabrication du carbone de l'intérieur. On m'a montré le matériau dont sont faites les ailes d'avion, les carrosseries de Formule 1 et les pièces de fusée. Je n'arrivais pas à croire que tout commence avec ces bobines blanches, qui ressemblent à de vulgaires fils de pêche. Je suis entré dans l'usine où les fours s'étirent sur 60 mètres et les filaments traversent un enfer à 1000 degrés sans un seul atome d'oxygène. Sinon, tout s'enflammerait instantanément. Je vais vous montrer chaque étape, du fil blanc au carbone noir, et vous expliquer pourquoi ce matériau, 50 ans plus tard, n'est toujours pas devenu accessible, alors qu'on nous promettait le contraire. On me conduit vers le premier atelier. À première vue, tout est même un peu décevant. Au lieu du matériau noir spatial, je découvre de grandes bobines de fibres blanches. Un employé éclate de rire et m'explique que la future fibre de carbone ressemble davantage à ce stade à du fil de pêche. La base ici, c'est le polyacrylonitrile, un polymère spécial qui marque le début de tout le processus. C'est de sa pureté que dépendra la capacité du futur matériau à supporter les contraintes d'une aile d'avion ou de la carrosserie d'une voiture de course. Un seul de ces filaments est incroyablement fin. Son épaisseur équivaut à peu près à celle d'un cheveu humain. Mais dans chaque mèche se concentrent des dizaines de milliers de filaments à la fois. Et tous doivent traverser une série de fours où la température s'élève progressivement d'environ 200 à plus de 1000 degrés Celsius. Nous pénétrons dans une zone où l'air sent le plastique brûlant. Là où commence la première épreuve sérieuse pour le futur matériau. Cette étape s'appelle l'oxydation, et sans elle, toute notre entreprise ne vaudrait pas 1 euro. Regardez ces fours interminables. Ils s'étendent sur 60, voire 100 mètres le long de l'atelier. Des milliers de fils blancs les traversent en continu, évoquant de la laine ordinaire, mais ce n'est qu'une illusion. À l'intérieur de ces tunnels d'acier, nous maintenons une température de 200 à 300 degrés Celsius et insufflons de l'air chaud en permanence. C'est là que réside le principal risque. Si nous élevons la température trop rapidement, les fils s'enflammeront tout simplement et nous obtiendrons le brasier le plus coûteux de l'histoire de l'entreprise. La fibre ne doit pas fondre. Elle doit lentement restructurer son architecture interne. L'un des gars qui surveille le processus me montre le matériau qui sort du four. Il n'est plus blanc, mais brun foncé. Il m'explique qu'en ce moment précis, nous stabilisons les fils pour éviter qu'ils ne brûlent à l'étape suivante, la plus dangereuse de toute la production, où la chaleur sera tout simplement astronomique. Cela ressemble à une promenade tranquille dans un tunnel, mais en réalité, c'est un combat acharné contre la chimie, où une erreur d'un seul degré transforme un lot à 100 000 € en tas de cendres sans valeur. Si vous cherchez en ligne comment on fabrique le carbone ou la production de fibres de carbone, sachez que l'étape d'oxydation des fibres est précisément ce moment où la chimie ordinaire commence à se transformer en matériaux de base pour avions et bolides de course. Nous préparons les fondations d'une véritable résistance. Et croyez-moi, ce n'est qu'un échauffement avant l'enfer véritable. La carbonisation commence maintenant, et c'est là que l'échelle change complètement. Devant moi se dresse un four hermétique gigantesque, long comme une piscine. À l'intérieur, il y a très peu d'oxygène. Si l'on pénètre en grande quantité, la fibre s'enflamme. Elle ne s'abîme pas, elle brûle, tout simplement. Et c'est tout un lot de plusieurs centaines de milliers d'euros qui part en fumée. Les fils traversent ce four à une vitesse vertigineuse. La température y dépasse 1000 degrés. À ce moment précis, on chasse littéralement du matériau, presque tout ce qui n'est pas atome de carbone.
hydrogène, azote, oxygène. Tout quitte progressivement la structure de la fibre sous forme gazeuse. Il ne reste que du carbone presque pur. J'observe le matériau à la sortie du four. Il est désormais noir. Un noir profond et mat que connaît quiconque a déjà vu des pièces automobiles ou des cadres de vélo en carbone. Mais le plus étonnant, c'est qu'au toucher, on croirait toujours une simple étoffe. Une étoffe très chère, certes. 1 kilogramme de cette fibre peut coûter plusieurs centaines d'euros. Et certaines qualités aéronautiques valent encore bien davantage. Les ouvriers surveillent en permanence la tension des fils. Si la fibre se relâche ne serait-ce qu'un peu, ou si la tension devient inégale, la structure change et la résistance chute. Ici, on traque littéralement les défauts microscopiques, car un petit problème à l'usine peut se transformer ensuite en fissure dans l'aile d'un avion. On me conduit vers la zone de traitement de surface. Après les fours, la fibre est encore trop lisse. Alors, on la traite spécialement avec des solutions chimiques et des charges électriques. C'est nécessaire pour que la résine puisse bien adhérer au fil lors de la fabrication des pièces finies. Sinon, le panneau carbone se délaminera tout simplement sous la charge. Ensuite, la fibre est recouverte d'une fine couche protectrice. Elle est nécessaire pour que les fils ne s'abîment pas pendant le transport et l'enroulement. Et ce n'est qu'après cela que le matériau arrive sur d'énormes bobines. Elles sont magnifiques à voir. Des rouleaux noirs brillants qui rappellent des bobines géantes de fil. Mais chacune de ces bobines est le résultat de plusieurs jours de fonctionnement ininterrompu des fours, compresseurs et systèmes d'épuration. Et c'est là que commence la partie la plus coûteuse de l'histoire. La production de fibres de carbone consomme des quantités colossales d'électricité. Les fours tournent 24 heures sur 24. Les systèmes de contrôle atmosphérique ne peuvent être interrompus, ne serait-ce qu'un instant. Si la température chute ou si la composition des gaz varie, toute la série risque d'être mise au rebut. C'est précisément pour cette raison que la construction de nouvelles usines prend des années et que les procédés sont gardés presque aussi jalousement que des secrets militaires. On me fait visiter le laboratoire de contrôle qualité. Ici, la fibre est littéralement mise en pièces. De petits échantillons sont serrés dans des machines qui étirent progressivement les fils jusqu'à la rupture. Les ingénieurs observent à quelle charge le matériau cède, quelle est son élasticité, comment il se comporte après avoir été chauffé. Si les résultats ne correspondent pas aux normes, c'est toute une série qui part à la poubelle. Et cela résonne d'autant plus douloureusement quand on découvre l'ampleur des prix. Pour un avion de ligne moderne, on peut utiliser des dizaines de tonnes de fibres de carbone. Pour une voiture de course, des centaines de pièces distinctes. Pour les éoliennes, des pales géantes dépassant les 100 mètres de long. Tout cela repose sur des fils plus fins qu'à cheveux. Ce qui me frappe le plus, c'est le contraste. D'un côté, un matériau du futur, utilisé dans le spatial, l'aéronautique et les supercars haut de gamme. De l'autre, un processus qui ressemble à un bobinage sans fin de fils entre des fours, des rouleaux et des bobines. Mais c'est justement là que se cache toute la complexité. Tout repose ici sur la stabilité, sur la température, sur la propreté, sur la précision. À la fin de la visite, je contemple les rouleaux de fibres de carbone terminés, alignés le long de l'atelier. Ils ont l'air presque paisibles. Mais maintenant, je sais combien de risques, d'argent et de technologie se cachent derrière chacune de ces bobines. Et franchement, après ça, on ne regarde plus jamais de la même façon un vélo en carbone, la carrosserie d'une supercar ou l'aile d'un avion moderne. Si vous êtes passionné par les productions où une erreur de quelques degrés peut coûter des millions, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous pénétrons dans des lieux habituellement interdits d'accès pour vous montrer comment on fabrique réellement ces objets
sans lesquels la technologie moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Imaginez un fil d'apparence ordinaire, d'une couleur jaune dorée, doux au toucher, que l'on pourrait enrouler autour de son doigt. Maintenant, imaginez que ce même fil, à poids égal, est 5 fois plus résistant que l'acier. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le Kevlar, le matériau dont on fait les gilets pare-balles, les casques, les câbles ultra résistants, et même des pièces pour les vaisseaux spatiaux. L'histoire de sa création est une véritable architecture moléculaire, où les scientifiques ont appris à aligner des molécules en rang parfaitement droit, comme des soldats à la parade, pour créer un matériau aux propriétés quasi surnaturelles. Pénétrons dans le sein des saints, l'usine chimique où, à partir de 2 poudres d'apparence banale, naît ce matériau de super-héros. Tout ne commence pas par le feu ni par la roche en fusion, mais dans le silence d'un laboratoire et dans de gigantesques réacteurs en acier inoxydable. Nous avons 2 protagonistes, 2 composants chimiques à l'apparence assez banale. Le premier est une poudre, le second, une substance aux allures de cristaux en forme d'aiguille, appelée chlorure de téréphthaloïl. C'est notre Lego moléculaire. Imaginez que la première molécule a 2 mains et la seconde 2 crochets. Le défi consiste à les forcer à se prendre la main pour former une chaîne incroyablement longue et solide. Ce processus s'appelle la polymérisation. Dans un réacteur immense et parfaitement propre, on charge ces 2 poudres et on y ajoute un solvant spécial pour qu'elles puissent se déplacer et se trouver. Puis, on commence à agiter le réacteur. Et là, la réaction chimique se produit. Les mains et les crochets s'accrochent, molécule après molécule, formant une très longue macromolécule, semblable à un spaghetti. La réaction libère un sous-produit, l'acide chlorhydrique, ce qui rend le mélange extrêmement agressif et corrosif. Au bout d'un certain temps, le liquide dans le réacteur se transforme en une masse épaisse, visqueuse, de couleur dorée, semblable à du miel. Ce n'est plus un simple mélange. C'est un polymère appelé poly-p-phénylène téréphtalamide. Mais ce n'est pas encore le Kevlar, c'est seulement son embryon. Et c'est là que surgit un premier problème de taille. Ce nouveau polymère est incroyablement tenace. Ces molécules sont si droites, si rigides, et s'attirent si fortement les unes les autres que, dans le solvant, elles s'agglutinent immédiatement pour former des cristaux solides. Notre masse dorée et épaisse n'est en réalité pas une solution, mais une suspension, semblable à un gel, où des particules solides flottent dans un liquide. Essayer de faire une fibre à partir de ça, c'est comme tenter de faire passer du sable mouillé par le chat d'une aiguille. Ça ne marchera jamais. Pour transformer ce gel en quelque chose dont on peut tirer un fil, il faut le dissoudre complètement. Mais comment dissoudre ce qui est pratiquement insoluble? Il faut un super solvant. Et les scientifiques l'ont trouvé. C'est l'acide sulfurique concentré. Imaginez, pour dompter ce polymère ultra résistant, il faut le plonger dans l'une des substances les plus corrosives et dangereuses connues de l'homme. La masse polymère épaisse est délicatement, et avec toutes les précautions de sécurité, mélangée à de l'acide sulfurique concentré et froid. Et un miracle se produit. L'acide brise les faibles liaisons entre les chaînes, les forçant à se lâcher les unes les autres et à se disperser dans la solution. Mais le plus important, c'est que les molécules rigides et en forme de bâtonnets du Kevlar, dans cette solution, ne se comportent pas de manière chaotique comme les polymères ordinaires, mais forment ce qu'on appelle une solution de cristaux liquides.
Cela signifie qu'elles s'alignent d'elles-mêmes en groupes parallèles, comme des bûches flottant au gré du courant. C'est le moment clé. Déjà à ce stade, alors qu'elles sont encore à l'état liquide, les molécules commencent à se préparer pour leur future super résistance. Maintenant, cette solution de cristaux liquides, épaisse et visqueuse comme de la résine, est prête à devenir une fibre. Commence alors un processus appelé filage au jet sec humide. La solution est acheminée sous une pression énorme vers une pièce spéciale appelée une filière. C'est une plaque de métal percée de centaines de trous microscopiques, chacun plus fin qu'un cheveu humain. La solution est poussée avec une force incroyable à travers ces trous, et de l'autre côté apparaissent des centaines de filaments très fins et brillants. Mais ils ne sortent pas simplement dans l'air. D'abord, ils traversent un petit interstice d'air, de quelques millimètres à peine, où ils s'étirent légèrement, et les molécules, déjà partiellement ordonnées, s'alignent de manière encore plus parallèle. Puis, ces filaments encore liquides plongent immédiatement dans un bain de coagulation. C'est un bassin d'eau froide ou d'une solution spéciale. Lorsque la solution acide chaude rencontre l'eau froide, un durcissement brutal se produit. L'acide est éliminé et les chaînes de polymères se figent dans cette position parfaitement ordonnée où elles se trouvaient. Sous nos yeux, le liquide s'est transformé en une fibre solide, mais toujours flexible et dorée. Du bain de coagulation sort une mèche composée de centaines de filaments individuels, mais elle est encore imprégnée de résidus d'acide et d'eau. Elle passe donc par toute une série de bains de rinçage où elle est soigneusement nettoyée, puis par des chambres de séchage, où toute l'humidité est éliminée. Nous avons maintenant une fibre de Kevlar propre et sèche. Elle est déjà extraordinairement résistante, mais ce n'est pas encore sa limite. Pour atteindre des performances maximales, la fibre subit une épreuve finale, l'étirage thermique. La mèche de fibre est chauffée à haute température, 300 ou 400 degrés Celsius, pour la rendre légèrement plastique, et elle passe à travers un système de rouleaux tournant à des vitesses différentes. Les rouleaux suivants tournent plus vite que les précédents, ce qui force la fibre à s'étirer. Cet étirement final accomplit quelque chose d'incroyable au niveau moléculaire. Il élimine les moindres défauts d'orientation restants, forçant absolument toutes les longues et rigides chaînes moléculaires à s'aligner en lignes parfaitement parallèles le long de l'axe de la fibre. Elles se compactent de manière aussi dense et ordonnée que possible. Toute la force de milliards de liaisons intermoléculaires travaille désormais dans une seule direction. C'est comme comparer un tas de pailles éparpillées à une corde tressée serrée avec ces mêmes pailles. C'est cet ordre parfait qui confère au Kevlar sa résistance légendaire à la traction. Après cet entraînement final, la fibre est refroidie et enroulée sur d'énormes bobines. C'est le produit fini, un fil infini, brillant, doré, doux au toucher, mais capable d'arrêter une balle. À partir de ces bobines, on le tissera en tissu pour les gilets pare-balles, on le tressera en câble pour les ponts suspendus, ou on l'intégrera dans les matériaux composites des monoplaces de Formule 1. Et tout cela est le résultat d'un parcours incroyablement complexe, depuis 2 simples poudres jusqu'à une armée de molécules parfaitement ordonnées, se tenant épaule contre épaule, prêtes à supporter des charges qui semblent impossibles. Le marché des fibres d'aramide, dont le Kevlar est le roi, est une industrie mondiale qui pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Et ce chiffre ne cesse de croître, car l'humanité trouve sans cesse de nouvelles façons d'utiliser ce matériau, là où les matériaux ordinaires jettent l'éponge. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique.
Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposés en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids ? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle, en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire,
qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident, cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle, et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité ? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Inspero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques. Chaque année,
Des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour lutter contre la rouille. Réparation de ponts, de parkings et de tunnels que la corrosion déchire littéralement de l'intérieur. Mais il existe un matériau qui change les règles du jeu. Il est 4 fois plus léger que l'acier, 2 fois plus résistant à la traction et ne sait absolument pas ce qu'est la rouille. C'est l'armature en fibre de verre, un nouveau venu qui fait déjà trembler l'acier. Le marché de ce matériau croît de 12% par an. Et aujourd'hui, vous allez voir comment, à partir de centaines de bobines de fils de verre plus fins qu'un cheveu et d'un baril de résine, naît le matériau de construction du futur. Et à la fin, un secret qui changera à jamais votre vision du béton. Tout commence à une extrémité d'un immense atelier, où se dresse une structure qui ressemble à une bibliothèque géante pour fils. C'est ce qu'on appelle un cantre. Sur un mur de plusieurs mètres de haut, sont installées en rangées bien ordonnées des centaines, parfois des milliers, d'énormes bobines. Sur chacune d'elles est enroulé un fil de verre très fin, ou roving. Ce n'est pas le verre de nos fenêtres. C'est une fibre de verre spéciale, produite en faisant fondre du verre et en l'étirant à travers des orifices microscopiques. Le résultat, ce sont des fils plus fins qu'un cheveu humain, mais avec une résistance à la traction incroyable. C'est eux qui seront notre squelette, notre armée intérieure qui donnera à la tige sa résistance folle. De chacune de ces centaines de bobines part un fil distinct, et tous se rassemblent en une seule mèche épaisse et duveteuse. C'est comme si des milliers de ruisseaux se jetaient dans une grande rivière. Cette mèche sèche et blanche, c'est l'âme de la future armature. Ensuite, cette rivière de fibres de verre entame son voyage. Elle passe à travers un système de guides et de tendeurs. C'est une étape très importante, bien que discrète. Chacun des milliers de fils doit être tendu avec la même force. Si un fil est lâche, tandis qu'un autre est trop tendu, la charge sera répartie de manière inégale dans le produit final, et il perdra de sa résistance. La machine les aligne donc méticuleusement, les préparant pour le moment le plus important, le baptême dans la résine. La mèche de verre sèche est lentement immergée dans un bain rempli d'un liquide épais et collant, semblable à du miel ou du sirop. C'est la résine polymère, notre chair, qui va se développer sur le squelette de verre. C'est un cocktail chimique complexe. La base est généralement une résine polyester, vinylester ou époxy. On y ajoute un durcisseur, un catalyseur qui va déclencher la réaction chimique et forcer le liquide à se transformer en plastique solide. On peut aussi y ajouter divers additifs, des pigments pour la couleur, des inhibiteurs d'UV pour que l'armature ne craigne pas le soleil, et des retardateurs de flamme pour la résistance au feu. Le but de ce bain est d'imprégner chaque fibre, même la plus minuscule. La mèche doit être complètement noyée dans cette résine, pour qu'il ne reste aucune zone sèche. La mèche, imprégnée et lourde de résine collante, sort du bain et se dirige vers son point de naissance, la filière de formage. C'est le cœur de tout le processus. Imaginez une épaisse plaque d'acier avec un trou parfaitement rond et poli, dont le diamètre correspond exactement à celui de la future tige. La filière est chauffée à une certaine température. Lorsque la mèche humide est tirée à travers cet orifice, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, la filière, comme une presse, expulse tout l'excès de résine, ne laissant que la quantité nécessaire. Deuxièmement, elle comprime fermement toutes les fibres de verre ensemble, formant une tige parfaitement ronde. Troisièmement, la chaleur de la filière déclenche la phase initiale de la réaction de durcissement ou polymérisation.
La résine commence à se transformer de liquide en gel. À la sortie de la filière, on voit déjà la forme familière de la tige, mais elle est encore molle et vulnérable. Mais comment obtient-elle sa fameuse surface nervurée pour bien s'ancrer dans le béton? Juste à la sortie de la filière, alors que la tige est encore chaude et molle, on enroule autour d'elle une mèche spéciale de la même fibre de verre. Un fil fin, imprégné de résine, est enroulé en spirale sur la surface de la tige, créant un motif en relief. Parfois, pour une adhérence encore meilleure, on saupoudre du sable de quartz fin sur la surface collante qui se fixe à jamais à la résine. Notre armature a maintenant non seulement de la résistance, mais aussi des dents, avec lesquelles elle s'agrippera au béton. La tige, formée et enroulée, entre dans la plus longue partie de la machine, le tunnel de durcissement, ou four de polymérisation. C'est une longue chambre qui peut s'étendre sur des dizaines de pieds, à l'intérieur de laquelle une haute température est maintenue, généralement 400 degrés Fahrenheit. C'est là que la transformation finale a lieu. Ce n'est pas un simple séchage. Sous l'effet de la chaleur, les molécules de résine commencent à se lier activement les unes aux autres, formant un réseau tridimensionnel, solide et rigide. Le sirop liquide et collant se transforme en un matériau composite extrêmement solide et dur, qui lie à jamais des millions de fibres de verre en un seul monolithe. C'est comme la cuisson d'un gâteau. Pendant que la tige se déplace lentement à travers ce tunnel chaud, elle acquiert sa dureté finale, aussi dure que la pierre. Mais qu'est-ce qui l'attire tout au long de ce parcours? Des bobines au four. À la fin de la ligne se trouve un dispositif de traction spéciale qui a donné son nom à l'ensemble du processus. Il s'agit généralement de deux mécanismes à chenilles, semblables aux chenilles d'un char, placés l'un au-dessus de l'autre. Ils serrent doucement mais très fermement la tige déjà finie et durent avec leurs patins en caoutchouc et la tirent vers eux à une vitesse constante et précisément calibrée. Ce sont eux qui créent la force qui tire la fibre de verre à travers le bain de résine, la filière de formage et le four. La vitesse de ce mouvement est l'un des paramètres les plus importants qui contrôlent la qualité du produit final. Et voilà, de l'autre côté de ce long convoyeur, apparaît une tige de fibre de verre infinie, parfaitement droite, dure et chaude. L'accord final, c'est la coupe. Une scie automatique est installée en travers de la ligne. Elle se synchronise avec la vitesse de déplacement de la tige, effectue au bon moment un mouvement rapide vers l'avant et, avec un zest sec, coupe un morceau de longueur standard, par exemple 20 ou 40 pieds, de la bande infinie. Puis, elle retourne à sa position de départ, attendant que la section suivante arrive. Les tiges finies, encore tièdes, roulent sur une table de refroidissement, puis sont rassemblées en paquets, attachées et envoyées à l'entrepôt. Et c'est ainsi que, sous nos yeux, des milliers de fils de verre fragiles et un baril de liquide collant, après un parcours à travers des bains, des presses et des fours, se sont transformés en un matériau de construction du futur, léger mais incroyablement solide, prêt à défier la rouille et le temps dans la jungle de béton. Le marché de l'armature en fibre de verre n'est pas encore un géant comme celui de l'acier, mais c'est le nouveau venu le plus cool et le plus audacieux de la fête, qui gagne rapidement en popularité. Le marché mondial de ce matériau est déjà évalué à des centaines de millions de dollars. Et les prévisions sont tout simplement folles. On s'attend à ce qu'il croisse de 10 à 12% par an. Cela signifie que de plus en plus d'ingénieurs et d'architectes regardent l'acier rouillé et se disent « Mec, on peut faire mieux ». Et maintenant, parlons des principaux atouts
qui font que l'armature en acier fume nerveusement dans son coin. Le premier et le plus évident, le poids. L'armature en fibre de verre est environ 4 fois plus légère que l'acier à diamètre égal. Ça a l'air ennuyeux? Maintenant, imaginez ça dans la vie réelle. Imaginez un camion transportant de l'armature sur un chantier. Il peut transporter 4 fois plus de longueur d'armature en fibre de verre, en un seul voyage, que d'armature en acier, car il est limité par le poids. Ou, pour la même quantité, il faudra 4 fois moins de voyages, ce qui économise du carburant et du temps. Sur le chantier même, 2 ouvriers peuvent facilement transporter des rouleaux entiers ou des paquets de tiges en fibre de verre, alors que pour déplacer de l'acier, il faut une grue. C'est une économie colossale sur la logistique et la main-d'œuvre. Deuxièmement, la résistance. Et là, la fibre de verre monte sur le ring et met l'acier KO au premier round. Sa résistance à la traction est environ 2 fois supérieure à celle de l'armature en acier standard. Pour que vous compreniez, pour rompre une tige en fibre de verre, il faut appliquer 2 fois plus d'efforts que pour une tige en acier de même diamètre. Cela signifie que dans certaines structures, on peut utiliser une armature de plus petit diamètre, économisant encore plus de poids et de volume. C'est comme comparer une corde ordinaire à une corde d'alpinisme. Pour une épaisseur moindre, elle supporte des charges beaucoup plus importantes. Mais l'atout maître, le véritable super pouvoir de la fibre de verre, c'est sa guerre contre la rouille. Le principal ennemi de toute structure en béton armé, des ponts au parking, ce n'est pas la charge, c'est la rouille. L'eau et les sels s'infiltrent à travers les micro-fissures du béton, atteignent l'armature en acier, et elle commence à rouiller. La rouille augmente de volume et fait littéralement éclater le béton de l'intérieur. Chaque année, les États-Unis dépensent des milliards de dollars pour réparer les ponts, les parkings, les quais et les tunnels détruits par la corrosion de l'armature. Et la fibre de verre? Elle se moque éperdument de la rouille. Elle est chimiquement inerte. L'eau, le sel, les acides et les bases lui sont complètement indifférents. Cela signifie que la durée de vie de la structure augmente de façon spectaculaire. Une structure en béton armé d'acier est conçue pour plus de 50 ans. Une structure avec une armature en fibre de verre est tranquillement conçue pour plus d'1 siècle. Chaque seconde, plus de 100 pétaoctets de données sont transmis dans le monde. Et la quasi-totalité de cette information ne voyage pas par satellite, mais sous terre, à travers un fil aussi fin qu'un cheveu. Le câble à fibre optique, héros de l'ère numérique, qui transporte 99% de tout l'Internet. Mais comment crée-t-on quelque chose d'aussi fin, capable de se plier à 90 degrés, sans perdre le moindre bit? Que se cache-t-il à l'intérieur de ce fil de verre? Et quels secrets garde-t-il? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez pourquoi le véritable Internet ne commence pas avec le Wi-Fi, mais avec le feu d'un four à verre. Le câble à fibre optique est un produit de haute technologie complexe, dont la fabrication exige précision, pureté et équipement moderne. Le processus commence par la création de la fibre optique elle-même, un fil de verre très fin qui constitue l'âme du câble. Pour cela, on utilise un verre de haute pureté spéciale, fabriqué à partir de dioxyde de silicium, avec un niveau d'impureté extrêmement bas. La production débute par la préparation d'une préforme, une grosse ébauche de verre d'environ 20 à 30 cm de diamètre, fabriquée par dépôt chimique en phase vapeur. Cette préforme a une structure et une composition parfaite pour l'étirage futur. Ensuite, la préforme est chauffée à une température d'environ 2000 degrés dans un four spécial.
où elle devient plastique et prête à être étirée. On en tire un fil très fin d'un diamètre d'environ 125 micromètres. C'est environ 800 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pendant l'étirage, la fibre est refroidie et recouverte d'une couche protectrice en plastique, qui la préserve des dommages mécaniques et de l'humidité. Cette couche protectrice est appliquée immédiatement après l'étirage dans une chambre spéciale, où la stérilité et l'épaisseur du revêtement sont contrôlées. La fibre optique ainsi obtenue subit un contrôle qualité rigoureux. On vérifie le diamètre, l'uniformité du revêtement, les caractéristiques optiques, perte de signal, indice de réfraction et résistance à la courbure. Les fibres défectueuses sont rejetées et les fibres de qualité sont regroupées en faisceaux. L'étape suivante est la formation du câble. Les fibres sont groupées en faisceaux de quelques unités ou de quelques dizaines, selon la destination du câble. Pour la protection et la solidité, les faisceaux sont insérés dans des tubes internes, en plastique ou en métal. On y ajoute ensuite des éléments de renfort, des fils de fibres de verre, des fils d'acier ou des fibres d'aramide, comme le Kevlar, qui assurent la résistance et la protection contre l'étirement, la courbure et les dommages mécaniques. Après cela, tous les éléments sont placés dans une gaine extérieure, une épaisse couche de plastique qui protège le câble de l'humidité, des ultraviolets, des produits chimiques et des variations de température. Pour une pose dans des conditions difficiles, par exemple sous terre ou sous l'eau, on utilise des couches de blindage supplémentaires, des rubans ou des tubes métalliques qui protègent le câble des dommages mécaniques et des rongeurs. La production du câble à fibre optique se déroule sur des lignes automatiques spécialisées. D'abord, dans un grand atelier, on dévide les bobines de fibre optique, qui passent par des systèmes de contrôle et de lubrification pour éviter le frottement et les dommages. Ensuite, les fibres sont groupées et insérées dans les tubes internes. Puis, on ajoute les éléments de renfort et la gaine extérieure, qui est formée par extrusion. Du plastique fondu est appliqué uniformément sur le câble, formant une couche solide et hermétique. Après la formation du câble, il est testé pour sa résistance, sa flexibilité, sa résistance à l'humidité et aux variations de température. On vérifie les caractéristiques optiques, les pertes de signal à différentes longueurs d'onde, la résistance à la courbure et aux contraintes mécaniques. Un câble qui ne respecte pas les normes est rejeté ou renvoyé pour un nouveau traitement. Le câble fini est enroulé sur de grands tourets qui facilitent le transport et la pose. La production de câbles à fibre optique est une combinaison de processus chimiques, physiques et mécaniques qui exigent une grande précision et un contrôle à chaque étape. C'est pourquoi ces câbles assurent une transmission de données ultra rapide et fiable qui est à la base de l'Internet moderne, des télécommunications et des technologies numériques. En résumé, la fabrication d'un câble à fibre optique est un processus long et complexe qui commence par la création d'une fibre optique parfaite en verre, son revêtement de couches protectrices, son regroupement en faisceaux, l'ajout d'éléments de renfort et la formation d'une gaine extérieure solide. Chaque étape est contrôlée et optimisée pour garantir la qualité et la durabilité d'un câble, capable de transmettre des signaux lumineux sur de longues distances sans perte ni interférence. Le marché mondial des câbles à fibre optique connaît une croissance fulgurante, liée à l'augmentation de la demande de services de télécommunications à haut débit et au développement des infrastructures Internet. Le segment de la production de l'industrie
est estimé à environ 9 milliards 12 millions de dollars d'ici 2025 et la part de marché totale, en incluant les câbles et les composants, pourrait atteindre 100 milliards de dollars, compte tenu de l'expansion rapide des infrastructures de transmission de données. La demande de câbles à fibre optique est soutenue non seulement par le secteur des télécommunications, mais aussi par les réseaux d'entreprises, les centres de données, les systèmes de vidéosurveillance et même les équipements médicaux. Les acteurs mondiaux du marché, tels que Furukawa Electric Industries et Fujikura, investissent dans l'expansion de leur capacité de production et le développement de nouvelles technologies pour répondre à la demande croissante. La production de fibres et de câbles optiques est devenue plus concentrée. Quelques grandes entreprises contrôlent une part importante du marché, ce qui contribue à améliorer la qualité des produits et à réduire les coûts de production. C'est le héros des télécommunications modernes qui transmet plus de 99% de toute l'information dans le monde. Fait intéressant, le premier câble téléphonique transatlantique à fibre optique, le TAT-8 qui a relié les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, a été posé dès 1988, ouvrant l'ère de la communication à haut débit entre les continents. Ce câble a remplacé des centaines de paires de fils de cuivre, car une seule fibre optique peut transmettre une information équivalente à 600 paires de cuivre. L'invention de la fibre optique à faible perte en 1970 a été une véritable percée. Elle pouvait transmettre 65 000 fois plus d'informations qu'un fil de cuivre traditionnel. Cela signifie que les réseaux modernes fonctionnent avec des technologies qui semblaient autrefois de la science-fiction. C'est grâce à cette fibre optique qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet 5G, qui est plus de 100 000 fois plus rapide que les premiers réseaux. Un autre fait amusant, les fibres optiques sont si fines et flexibles qu'on peut les plier à un angle de 90 degrés, sans perte de signal, s'il s'agit d'une fibre multimode à profil d'indice à gradient. Cela permet de poser des câbles dans les conditions les plus difficiles, même dans des espaces étroits. Et pour finir, les câbles optiques sont très résistants aux interférences électromagnétiques, contrairement aux câbles en cuivre, qui peuvent capter les parasites des appareils ménagers ou des équipements industriels. Alors, quand vous regardez votre série préférée ou que vous jouez en ligne, vous pouvez être sûr que les impulsions lumineuses dans les câbles à fibre optique fonctionnent parfaitement, même si l'électronique bourdonne tout autour. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures.
Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre. Ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux, qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion. Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe.
Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale.